Bonsoir à vous tous, bonsoir à vous toutes. Nous allons pouvoir commencer. C'est Pierre qui fait l'appel. Est-ce que donc vous êtes d'accord pour désigner comme secrétaire de séance Pierre Aubry? Pas de vote contre, pas d'abstention. Merci beaucoup. Madame Poussier-Winsbach, Pierre Aubry, Madame Marical, Monsieur Roussel, Madame Tessier, Monsieur Cogny, Madame Cavelier, Monsieur Demondion, Madame Poulain, Madame Bougon, Monsieur Duval, Madame Baril, Madame Soun, Monsieur Lambert, Madame Jor, Madame Delalande, Madame Duhornet, elle va arriver. Monsieur Maheu, il est arrivé. Madame Vengeon, Monsieur Flamand, je l'ai vu aussi. Monsieur Fiquet, Monsieur Hôpital, Monsieur Valéry, j'ai sa procuration. Madame Lepelletier, Monsieur Louiset, Madame Carl-Lambert, Madame Ligodan, je l'ai vu. Monsieur Patry, procuration à Madame Ligodan. Madame Martin, procuration à Madame Ligodan. On peut avoir deux procurations 31 juillet. Jusqu'au 31 juillet. Hein. Ouais. Attention, hein, ça se termine. Madame Cusnier, je l'ai vu. Monsieur Boscos, je l'ai vu. Monsieur Fournier, je l'ai vu. Madame Tréberne. Excusez. Merci beaucoup. Donc, à l'ordre du jour, nous avons beaucoup de questions budgétaires, notamment. Donc, David, si tu veux, s'il te plaît, démarrer par le compte de gestion. Madame le maire, chère Agnès, bonsoir à toutes et à tous. Donc nous commençons ce conseil municipal par le compte de gestion. Je rappelle un petit peu le principe de la comptabilité publique. Nous avons la séparation entre l'ordonnateur, c'est-à-dire la collectivité, et le comptable, c'est-à-dire le trésor public, et que nous établissons chacun un document budgétaire. Donc pour la partie trésorerie municipale, trésor public, c'est le compte de gestion. Nous nous assurons en effet de la régularité des comptes. Donc le trésorier s'est fait présenter les comptes, l'ensemble du budget primitif et des décisions modificatives. Et donc, on voit la conformité avec le compte administratif qu'on va voir juste après. Donc, c'est plutôt un vote de régularité. Je profite pour remercier l'ensemble des services de la trésorerie municipale pour leur collaboration. Nous invitons à en délibérer. Est-ce qu'il y a des questions sur ce compte de gestion? Non, je ne vois pas. Donc, nous mettons aux voix. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Merci beaucoup. Le compte administratif. Alors, grâce au service finance et au service communication, nous avons un petit document à vous présenter qui reprend un peu celui qui vous avait été présenté lors de la préparation budgétaire. Donc, rappelez que le compte administratif, c'est le compte... C'est au moment du vote ou c'est maintenant? Il faut que je m'en aille maintenant. D'accord. Bon. Tu peux expliquer? Non, mais c'est que pour le vote, normalement. Oui, il me semblait bien. Déjà. Donc, que le compte administratif, c'est l'exécution du budget 2021, donc les comptes définitifs exécutés pour 2021. Alors, plutôt que de vous égrener des chiffres, on a voulu vous présenter cela de manière plus synthétique et peut-être un petit peu plus explicatif, avec notamment ce que coûte chaque politique publique. Parce que c'est ça dont il s'agit. Je ne reviens pas là-dessus. Ça, c'est un petit peu les mécanismes qu'on vous a présentés. Je ne vais pas revenir non plus dessus. Donc, les recettes de fonctionnement sont bien sûr les sommes encaissées au titre des prestations fournies à la population, comme la cantine, des centres de loisirs, les impôts, notamment la taxe foncière, les dotations versées par l'État, diverses subventions que la commune peut percevoir. Et donc, l'ensemble des recettes réelles de fonctionnement s'élève pour 2021 à 29 856 215 €. Pour les dépenses, nous avons les charges de personnel pour le fonctionnement, l'entretien et la consommation des bâtiments communaux, des espaces publics, des infrastructures, ce qu'on appelle vraiment les dépenses courantes, les achats de matières premières et de fournitures, des prestations de services, des subventions versées aux associations et ou au Centre communal d'action sociale, c'est-à-dire le CCAS. Et bien sûr, les intérêts de la dette, les intérêts d'emprunt à payer. Et les dépenses réelles correspondent à 25 905 398 €. Donc nous arrivons donc à un budget en fonctionnement de 30 569 828 €.
rappeler un petit peu ce que sont les recettes de fonctionnement, notamment avec les impôts locaux. Rappelez que depuis 2015, les taux sont identiques. Elles avaient même baissé un petit peu pour l'ex-taxe d'habitation en 2014. Donc important, puisque la stabilité fiscale a été une ligne politique très forte de cette municipalité, et ça dès 2014. Les produits de la fiscalité locale s'élèvent à 12 718 000 euros, ce qui correspond quand même au premier poste de recettes de notre collectivité. Concernant le budget d'investissement de la ville, ça regroupe en recettes différents types de recettes, notamment dites patrimoniales, ce qui représente la vente de biens, lorsqu'on fait une cession, et ça on en voit régulièrement quand on passe des délibérations, à hauteur de 1 335 000 euros en 2021. Les autres recettes, alors ça peut paraître étonnant, mais viennent en recette les emprunts. Lorsqu'on lève un emprunt, ça devient en recette pour pouvoir les dépenser. Et bien sûr, les subventions d'investissement perçues en lien avec les projets d'investissement retenus à hauteur de 2,12 millions d'euros. Donc les recettes réelles d'investissement encaissées sur 2021 représentent 7 861 888. Donc concernant les dépenses d'investissement, c'est toutes les dépenses qui dépassent, donc pour acquérir un bien, qui dépassent une année de fonctionnement. C'est là où on différencie entre le fonctionnement et l'investissement. C'est un bien durable en investissement, un bien durable qui rentre dans le patrimoine de la ville. Donc il fait varier durablement la valeur ou la consistance du patrimoine de la collectivité. Il s'agit notamment des acquisitions de mobilier, matériel informatique, de véhicules, de biens immobiliers, des études de travaux, ça se valorise aussi en investissement, soit sur les structures déjà existantes, soit sur les structures en cours de création. Et les dépenses réelles d'investissement réalisées sur 2021 représentent 8 038 681 euros. Pour un budget total donc en recettes de 12 526 319 euros et 8 680 418 euros. Nous verrons pourquoi la différence avec le report du résultat, puisque bien sûr la différence correspond au résultat. Concernant les politiques publiques, donc, nous avons décliné, vous avez vu dans le rapport d'orientation budgétaire, le thème de la ville attentive avec les solidarités, la subvention du CCS en 2021 qui a été portée à 1 655 000 euros, donc un effort supplémentaire qui avait été fait suite à la sortie de crise Covid. Il y avait vraiment un besoin de financement pour les solidarités. C'est aussi la mise en œuvre d'actions en faveur du pouvoir d'achat que nous avions pu faire notamment auprès des professionnels mais aussi des familles et le portage de repas à domicile. En investissement, c'était également un programme de réhabilitation des RPA à hauteur de 294 000 euros et un programme de mise en accessibilité à hauteur de 183 000 euros. Sur la politique jeunesse, c'était également aux écoles offrir de meilleures conditions d'apprentissage. Nous avons aussi, ça on a pu faire l'inauguration l'IFSI, l'école des soins infirmiers, les centres de loisirs avec le conseil municipal enfants. En investissement, ce fut 214 000 euros qui furent investis dans les établissements scolaires. Concernant la politique sportive et associative, subvention aux associations, c'est quand même 1 195 481 euros qui ont été versés à nos associations, montrer que la ville de Fécamp reste un partenaire important pour l'ensemble de nos associations. Ce fut aussi l'école de voile avec l'opération des tickets sport. Et en investissement, un programme de rénovation des équipements sportifs à hauteur de 1 272 000 euros, notamment avec Anctil. Concernant la sécurité, nous avons bien sûr le fonctionnement de la police municipale. Nous avons rappelé aussi l'engagement qui avait été fait de recruter les policiers municipaux. Aujourd'hui, ils sont recrutés et donc en service pour une meilleure sécurité. Les aménagements routiers. Concernant l'investissement, c'est les équipements pour nos agents, vidéoprotection, ville connectée, mais également aménagement routier sécuritaire pour les travaux de voirie à hauteur de 827 000 euros. C'est un effort considérable qui a été fait également sur 2021 malgré le contexte de crise Covid. Vous avez bien entendu compris que c'était aussi une ville en transition que nous avions voulu décliner à travers notre budget, avec notamment la propreté urbaine, gestion des espaces verts, espaces publics. Ça peut paraître courant, ça peut paraître transparent, mais ce sont des efforts réels qui se montent en puissance d'année en année. L'entretien des bâtiments, notamment avec la maîtrise énergétique, encore plus d'actualité aujourd'hui avec l'envolée des coûts de l'énergie. La rationalisation des consommations des bâtiments municipaux à travers le schéma directeur immobilier. En investissement, ce fut aussi une rénovation des éclairages publics à hauteur de 293 000 euros. Concernant nos agents, les ressources humaines, je vous rappelle quand même que la masse salariale correspond à 60% du budget de fonctionnement. Donc c'est aussi important de signaler que c'est du service à la population, qu'il y a un effort très important qui est fait pour le service à la population. Ce sont 426 agents qui sont au service des Fécampois en 2021. Charge de personnel, 15 617 000 euros.
Concernant la dette, nous voyons en effet ce qu'on appelle le capital restant dû, hein, c'est-à-dire le montant de l'encours de dette à hauteur de 26 089 000 euros, 762 précisément, en 2021. Et pour des intérêts de la dette à hauteur de 2 millions, avec un remboursement en capital à hauteur de 2 805 765 euros en 2021. Concernant la dette, le remboursement des intérêts de la dette en 2021, alors vous voyez, c'est quand même assez intéressant de voir qu'on a eu un service finance qui a pu optimiser notre dette, avec notamment une optimisation du refinancement, ce qu'on appelle refinancement, renégocier les taux, puisque d'année en année, nous payons de moins en moins d'intérêts, alors que vous avez vu que nous empruntons plutôt beaucoup ces dernières années pour réaliser nos investissements. Donc vraiment un très bel effort d'ingénierie financière qui a été effectué. Parce qu'en 2021, nous sommes à 321 179 euros d'intérêts de la dette remboursés. Les emprunts nouveaux, donc on a eu un gros programme d'emprunt en 2020, 6 millions, et nous revenons en 2021 à hauteur de 3 500 000 euros d'empruntés. Alors je reviens un petit peu sur la précédente, et vous voyez que nous arrivons à une hauteur de 2 800 000 euros remboursés chaque année. C'est-à-dire que nous ne creusons pas la dette d'une année sur l'autre, en tout cas entre 2021 et 2022. Donc une vue d'ensemble du budget, que je vous laisse prendre connaissance. Et on viendra après pour le résultat, l'affectation du résultat. Donc merci de votre attention. Ça va en délibérer. Là, du coup, Madame le maire. C'est simplement peut-être expliquer à ceux qui nous regardent, pas aux conseils municipaux, mais que c'est une obligation légale. Tout à fait. Et que donc pour le vote administratif, le maire doit être à l'extérieur de la salle. Je ne sais pas très bien pourquoi, mais en tous les cas, c'est comme ça, sous peine de risquer l'invalidation des comptes. Donc on va pas jouer à ce jeu-là, donc vous allez voter, je reviendrai. Merci David pour cette présentation synthétique et succincte. Y a-t-il des questions avant que l'on passe au vote? Donc je vais mettre aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Madame le maire, si vous voulez bien revenir à nos côtés. Donc vote à l'unanimité du compte administratif, Madame le maire. Merci à vous tous. Merci David. Je sais que c'est un très très gros travail. Et merci au service, voilà, et notamment à Monsieur Cardon pour tout le travail fait autour du vote du budget et de son suivi et de son aboutissement qui est en effet le vote du compte administratif. Merci beaucoup. Alors maintenant, une fois qu'on a validé le compte administratif, il faut affecter le résultat, et donc c'est ce que je vous propose que l'on fasse. Alors vous avez pu voir parmi les chiffres, ça a dû susciter une interrogation parmi vous, que les recettes et les dépenses n'étaient pas les mêmes montants. Donc pour équilibrer, bien sûr, c'est que nous avons un résultat qui est positif, aussi bien sur la section de fonctionnement que sur la section d'investissement, et nous devons ce résultat l'affecter sur le budget 2022. Donc en fonctionnement, nous avons un résultat positif de 847 160 euros et 96 centimes très précisément. Et en section d'investissement, un montant positif de 5 234 978,62. Nous invitons à en délibérer. Et report à nouveau, bien entendu, pour l'affectation, mais je l'avais déjà dit, nous invitons à en délibérer. Est-ce qu'il y a des questions sur cette affectation du résultat? Je n'en vois pas. Des votes contre, des abstentions, unanimité. Merci beaucoup. Dans le cadre de la mutualisation des services de la ville et de la communauté d'agglomération, nous avons une délibération. Alors qui est une synthèse un peu de l'ensemble des délibérations que nous passons chaque année, en cours d'année, je veux dire. Vous voyez que nous avons beaucoup de services qui se mutualisent avec des prestations que la ville réalise au profit de l'agglo ou des prestations réalisées par l'agglo au profit de la ville. Il convient d'avoir une clé de répartition et de savoir qui paye quoi en fonction de ces clés de répartition et d'avoir en effet les montants qui sont dus par l'agglomération à la ville et par la ville à l'agglomération. Donc nous avons quand même une très bonne mutualisation puisque pour les services de la ville, c'est 78 447 euros et pour l'agglomération, non le contraire, pardon, pour l'agglomération, 78 447 euros et pour la ville, 84 845.
La proximité des deux montants montre que nous avons une relation équilibrée entre la ville et l'agglomération et que c'est une très bonne synergie qui s'opère dans l'ensemble des services des deux collectivités. Nous invitons à en délibérer. Est-ce qu'il y a des questions? Des votes contre? Pardon. Bonsoir à tous et toutes. Donc, c'est pas pour... on ne va pas s'abstenir ou voter contre. C'était juste... moi, je me souviens que sur le rapport de la Cour des comptes, je crois qu'il y avait une intention... Enfin, c'était assez bien dit que la mutualisation, c'était pas forcément quelque chose à favoriser. Alors, peut-être que mes souvenirs sont pas bons, mais il me semblait que que ça avait été indiqué. Et donc, je voulais savoir c'était quoi vraiment le bénéfice à répartir autant de missions entre l'agglo et la ville, quand les compétences sont les mêmes, ça je le comprends bien, mais quel est vraiment le bénéfice? Alors, je ne sais pas ce qui est écrit dans le rapport de la Chambre régionale des comptes. Dans le rapport de la Chambre régionale des comptes, qui parfois, faut être honnête, dit tout et son contraire, eh bien, on nous indique qu'en gros, c'est bien de mutualiser, mais qu'en fait, il ne faut pas que nos services soient débordés. Et donc, c'était plutôt de dire, c'est bien de mutualiser, en effet, quand il y a les mêmes fonctions, mais surtout, il faut prévoir derrière des compensations par rapport à certaines tâches qui ne peuvent plus être faites. Donc, ce qui avait été pointé, c'était ça. Le sujet que nous avons aujourd'hui, ce sont nos difficultés de recrutement dans un certain nombre de domaines. Et c'est vrai ici, comme c'est vrai sur... malheureusement, l'ensemble du territoire national dans la fonction publique territoriale. Nous sommes peu attractifs. Peut-être qu'il y a un sujet entre les salaires, enfin les traitements des fonctionnaires ou les agents ou les salariés de droit privé. On a été confrontés à ce sujet à plusieurs reprises, ou alors avec des demandes totalement extravagantes qui font que l'on ne peut pas répondre positivement. Donc on a dans certains domaines des difficultés de recrutement. C'est pas qu'on veut pas, c'est qu'on a du mal à recruter. On a encore, là je parle sous le contrôle de David, des postes qui sont vacants et qui pourtant sont des postes importants. Sur le cycle de l'eau par exemple, où on recherche depuis des mois et des mois un ingénieur, on a un directeur, on a un certain nombre de postes qui sont compliqués et ce qui nous inquiète parfois, c'est quand on voit que le territoire d'à côté et celui encore d'à côté recherchent également les mêmes types de postes, quoi. Donc voilà ce qui était plutôt indiqué dans le rapport de la Chambre régionale des comptes, c'est plutôt au contraire de nous encourager sur certaines missions à mutualiser, mais c'est pas de la mutualisation c'est de la mutualisation pour de l'optimisation. C'est pour arriver à faire plus, c'est pas le contraire. Merci. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est de mettre en commun. Vous voyez, on va avoir une délibération aussi tout à l'heure sur des agents, en l'occurrence le directeur, qui sont mis à disposition. Mais on a aussi, par exemple, des services finances qui travaillent régulièrement également pour la régie de l'eau de l'agglomération, avec des codes-parts, des pourcentages, des fois même assez bien taillés, parce qu'on a sur des 8 ou 9% de temps de travail, c'est des codes-parts. Mais ça permet aussi d'avoir une clé de répartition pour savoir qui doit payer quoi dans nos budgets, et c'est transparent. Et c'est pour ça qu'on vous présente ce soir une délibération avec tout le détail et la transparence, en effet, des prestations réalisées l'un pour l'autre. Et encore une fois, moi j'insiste sur le fait que nous sommes très proches des deux montants, ça s'équilibre, c'est-à-dire qu'on a vraiment un équilibre des prestations qui sont faites et donc des compétences. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou demandes d'information? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci beaucoup. La délibération suivante concerne la modification du protocole sur le temps de travail. Alors, il ne vous a pas échappé que nous avions passé beaucoup de temps à la fois avec les partenaires sociaux, mais également en conseil municipal sur l'application des 1607 heures, la fameuse réforme des 1607 heures. Bon, il s'avère que notre délibération a été retoquée par le préfet, notamment sur le cycle de travail, entre 5 jours et 4 jours et demi, sur le décompte des congés. Donc, nous devons aujourd'hui reprendre cette délibération avec le nouveau cycle de travail qui est imposé par la loi. Nous invitons à en délibérer. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération sur le protocole du temps de travail? Pas de vote contre? Pas d'abstention? Des abstentions? Ou des questions?
D'accord, contre. 2 votes contre seulement? 3, d'accord. C'était le protocole, la modification du protocole. Merci beaucoup. La modification du régime indemnitaire, cette fois. Alors, ça complète un petit peu les propos que tu tenais il y a quelques instants sur l'attractivité dans la fonction publique territoriale et en particulier à Fécamp. Vous l'avez sans doute souligné aussi lorsque nous avons débattu lors du débat d'orientation budgétaire, c'est de rendre notre collectivité attractive. Attractive d'une part pour nos agents lorsque nous recrutons, mais aussi fidéliser nos agents, mais également de pouvoir être compétitif. Alors, c'est un terme qui peut paraître désuet, mais aujourd'hui, c'est le cas, puisque nous avons des agents, même qui restent dans la sphère publique, mais qui vont éventuellement travailler sur d'autres collectivités voisines, là où il y a du pétrole ou du nucléaire, qui payent un peu plus où il y a un peu plus de régime indemnitaire. Donc là, le but, c'était de pouvoir rééquilibrer un petit peu, parce qu'à Fécamp, nous étions avec un régime indemnitaire qui était en deçà des territoires voisins. Nous avons eu un cycle de travail avec les partenaires sociaux et les organisations syndicales pendant plus de 6 mois pour arriver à un comité technique, présentation en comité technique, où on a eu quand même un large consensus qui s'est formé, puisque nous avons une organisation syndicale qui s'est abstenue, l'autre qui a voté pour. C'était plutôt intéressant dans la construction de ce nouveau régime indemnitaire. Rappelez un petit peu pour le public que le régime indemnitaire, c'est la partie prime de nos agents. Les agents sont payés à la fois par un traitement indiciaire, c'est-à-dire par rapport à leur grade et leur échelon, un montant s'applique. Et en plus, au choix de la collectivité, il y a un régime indemnitaire, c'est un système de prime qui se met en place. Concrètement, ça a été une revalorisation qui s'opère pour une certaine catégorie, notamment axée sur les catégories intermédiaires, ce qu'on appelle les catégories B, donc les cadres intermédiaires, puisque en fur et à mesure des années, les catégories C avaient rattrapé les salaires des B, donc il n'y avait plus une différence entre les salaires des B et des C, une différence plus assez marquée. Alors, il faut rappeler que le système de prime permet aussi structurellement de marquer des hiérarchies également dans les salaires. Moi, je suis très attaché à cela. Il y a une hiérarchie, bien sûr, dans les fonctions, mais il doit y avoir aussi une hiérarchie dans les salaires, et celle-ci doit s'appliquer notamment pour les catégories B qui ont des responsabilités et qui doivent être valorisées. Donc, je vous laisse prendre connaissance des montants. Je ne vais pas les égrener les uns les autres, mais l'ensemble de l'effort se porte sur les catégories B et aussi sur une partie de nos agents, ce qu'on appelle des faisans fonctions. Nous avons des agents qui exercent des fonctions supérieures à leur grade ou à leur cadre d'emploi. Et aujourd'hui, avec le système de promotion qui est quand même assez restrictif pour la ville, parce que nous n'avons pas la main sur l'ensemble des promotions, hormis les agents qui réussissent des concours, nous ne pouvions pas faire autrement que de les valoriser financièrement. Donc on ne peut pas les promouvoir, mais on peut au moins les valoriser financièrement. Nous avons des agents de catégorie C qui exercent des fonctions de B, des B qui exercent des fonctions de A. Donc nous avons accès aussi à un effort important sur le régime indemnitaire de ces faisans fonctions, avec aussi un petit coup de pouce, et il faut le souligner également pour les catégories C, premier échelon, qui sont au plancher, d'avoir une revalorisation de 20 € par mois également. Donc c'est symbolique, c'est un petit coup de pouce, mais ça méritait quand même d'être souligné. Et nous avons aussi fait attention, et je parlais de manière structurelle au régime indemnitaire, à ce que le plafond d'une catégorie soit bien en deçà d'un plancher de la catégorie supérieure. Concrètement, un B au plafond ne peut pas gagner plus qu'un A au plancher. Donc nous avons bien fait attention de revaloriser aussi les planchers. Nous vous invitons à en délibérer. Ça a été aussi un gros travail. Sans doute que quand on présente la délibération, ça apparaît comme étant facile, mais dès qu'on touche au moindre curseur, eh bien, il faut être extrêmement vigilant par rapport à toutes les catégories. Donc, merci à tous. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Des votes contre? Des abstentions? Merci. 3 abstentions. Nous passons à la délibération suivante, la modification de l'indemnité forfaitaire annuelle de déplacement. Ah, c'est pas ça? Je vais aller trop vite. Eh bien, je n'ai pas la 7, donc nous passons à la 7. Donc, il y a le tableau des emplois. Ah, si. Autant pour moi. C'est moi qui ai inversé les choses, pardon. Tableau des emplois. Donc, tableau des emplois, de manière assez récurrente, de réajuster notre tableau des emplois, lié notamment au recrutement que nous pouvions faire ou aux promotions. Donc, il faut créer les emplois au conseil municipal et supprimer ceux qui sont plus pourvus ou qui n'ont plus vocation à être pourvus. Donc là, nous avons donc 4 emplois en création et une information importante également, ce sont les emplois vacants. C'est-à-dire, c'est des emplois qui sont
sont aujourd'hui soit occupés, soit vacants, et que nous devons remettre en publicité. Un agent contractuel ne peut pas être renouvelé systématiquement de manière sur un emploi. Le poste doit être remis en publicité, et la personne qui occupe le poste contractuel doit recandidater sur son propre poste, et c'est un jury qui délibère derrière pour reprendre le poste ou pas. Nous invitons à en délibérer. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Est-ce qu'il est possible de savoir sur le nombre de republications les postes qui sont réellement vacants ou ceux où effectivement il y a déjà quelqu'un qui va recommencer son cycle? C'est une question qui a été posée par Madame Martin, en effet, en commission des finances. C'est pas possible de répondre précisément, puisque les postes sont remis en publicité. Et donc, dans le délai de publicité, à partir du moment où on le crée, il y a le délai de publicité qui va s'opérer. Et à part avoir déjà des informations sur les candidats qui repostuleraient directement sur leur poste, à l'heure actuelle, on ne peut pas savoir. Certains candidats ne repostulent pas forcément sur le poste qu'ils occupaient également. Donc, c'est une question à laquelle je ne peux pas vous répondre avec précision. Par contre, ce qu'on pourra faire, c'est vous faire a posteriori une réponse. C'est-à-dire lorsque les postes ont été mis en publicité, que les postes ont été sollicités en jury, et donc le recrutement effectué, on pourra vous dire statistiquement quels sont les postes qui ont été renouvelés sur les mêmes titulaires ou sur des nouveaux agents. Très bien. La mise à disposition, comme nous le disions tout à l'heure, du DGS. Oh, mais c'est pas possible. La modification de l'indemnité forfaitaire annuelle de déplacement. Alors, rappelez aussi qu'un agent public, lorsqu'il effectue une mission à l'extérieur de sa commune de résidence, résidence administrative, de son lieu de travail, il est en frais de mission et donc avec un ordre de mission. En revanche, un agent qui se déplace à l'intérieur de la commune intramuros n'a pas d'ordre de mission, donc il y a une indemnité forfaitaire qui existe pour ces agents-là, qui était plafonnée jusqu'à présent par un décret, et donc ce décret est tombé, le décret de 2007 est tombé, puisqu'il y a eu un décret du 26 décembre 2020 qui déplafonne à hauteur de 615 € par an. Donc de 210 à 615 €. Donc la collectivité vous propose de faire la moitié du chemin, c'est-à-dire de passer de 210 à 420 € cette indemnité à partir du 1er juillet 2022. Alors ça concerne bien sûr nos agents municipaux, mais essentiellement, et ça sera au conseil d'administration CS, nos aides à domicile. Nous invitons à en délibérer. Est-ce qu'il y a des questions sur cette modification de l'indemnité forfaitaire annuelle de déplacement? Oui, sur la somme, c'est une somme sur 35 heures ou une somme... D'accord. Donc, ce qui fait que pour les aides à domicile, ce sera proratisé. Pour les aides à domicile, ce sera proratisé, la somme. Alors, donc on vous répondra, mais j'ai un doute sur cette donc, ça sera une somme forfaitaire. Il me semble. Donc, j'ai un doute aussi. Bon, je vous répondrai, Monsieur Louzet. Mais ça, c'est les frais de déplacement. Tu vois, c'est pas du temps, c'est pas lié au temps de travail. Donc, j'ai un doute. Plutôt que de vous dire une bêtise, je vous répondrai a posteriori. Mais donc c'est quand même un effort de la collectivité, parce que ce n'était pas une obligation, mais bien un effort de la collectivité également pour revaloriser ce forfait déplacement. Même si ça reste, on le sait, faible, et je me suis engagée dans les nouvelles fonctions qui sont les miennes de regarder ce sujet des 27h30 qui en effet met les collectivités dans une situation qui est juste pas normale. Bon, donc on regardera ce sujet, encore une fois, je m'y suis engagée. On faut qu'on mette aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? 3 abstentions? Parce que c'est pas suffisant alors. Non. Ah bon, dites pourquoi s'il vous plaît. Appuyez sur le bouton. Comme l'autre fois au conseil d'agglomération, quand j'ai pas la réponse à une question, je m'abstiens. Voilà. Bien, ok. La limite, c'est que vous ne devriez presque pas prendre part au vote. Enfin, je me permets. On ne prend pas part au vote, voilà. S'abstenir, ça veut dire que la mesure, vous considérez, alors que c'est quelque part un avancement. Mais c'est pas à moi de vous dire ce que vous faites. Donc, vous maintenez votre abstention? Très bien. 3 abstentions. Maintenant, nous sommes bien sur la mise à disposition du directeur général des services. Parfait.
Donc, comme j'ai pu vous l'indiquer, on en parlait tout à l'heure sur la mutualisation que l'on peut avoir avec le PCI, avec la communauté d'agglomération. Donc là, il s'agit de renouveler, parce que notre directeur est bien avec nous ce soir, de renouveler la mise à disposition partielle du directeur général des services à hauteur de 50%. Donc, le directeur général des services est bien agent de l'agglomération et mis à disposition de la ville à hauteur de 50%. Et bien entendu, la refacturation s'effectue dans l'autre sens. Nous invitons à en délibérer. Je profite de ce moment-là pour remercier en effet M. Cardon pour l'ensemble de la prestation de ce soir, parce que voilà, c'est toujours un rôle d'équilibriste. À ce point-là, Monsieur Cardon. Donc, Alors, suite à l'observation de tout à l'heure, donc quels ont été les moyens supplémentaires alloués à la Direction générale des services, en plus de la séparation donc avec l'agglomération? Alors, juste, alors c'est pas des moyens en plus, c'est une structuration. C'est-à-dire que là, maintenant, on réfléchit aussi à une échelle territoriale. On voit bien les interactions qu'on a entre la ville et l'agglomération. Là, d'avoir un directeur général des services permet aussi d'avoir aussi une DGA, une directrice générale adjointe que nous avons pu vous présenter, qui est présente d'ailleurs, Marie, qui est juste derrière moi, voilà, qui est également entre ville et agglomération. Donc, on voit bien qu'il y a une structuration chargée des ressources, hein, que ce soit pour les finances comme pour les ressources humaines, d'avoir cette vision au-dessus de la mêlée, d'avoir une vision à la fois transversale sur la ville et l'agglomération. Donc le fait d'avoir un directeur général des services qui est mis à disposition permet aussi d'avoir une direction générale adjointe qui permet de le suppléer et de l'accompagner dans toutes les démarches que sont les siennes, toutes les missions qui sont les siennes. Donc ça répond à la question, du coup, de manière structurelle assez claire. des votes contre, des abstentions, unanimité, merci beaucoup. L'autorisation de recours aux services civiques. Alors c'est assez étonnant, mais pour pouvoir recruter des services civiques, eh bien, il faut une délibération. Je pense que tout est dit dans le titre. En effet, c'est de permettre à Madame le maire de pouvoir avoir recours à des services civiques au sein de notre collectivité. Nous invitons à en délibérer. Alors, moi, je voulais juste mettre une petite alerte. Le concept du service civique est, je pense, très bien pour des tas de raisons, mais il a déjà été pas mal perverti, en fait. Alors, c'est un exemple très personnel, mais qui, je pense, va vous expliquer pourquoi j'interviens. Moi, j'ai un fils qui a un double master et qui a effectivement validé ses 2 masters, donc à Bac+5 avec 2 services civiques. À 680 € par mois, où il s'est retrouvé avec beaucoup de responsabilités et voire en charge du management d'équipe. Donc ma petite alerte, c'est qu'on soit quand même vigilant sur le respect de leur travail, de leur temps de travail, de l'investissement qu'ils vont mettre dedans, de leurs limites et de leur vulnérabilité aussi. Parce que j'imagine quand même qu'on va certainement aussi recourir à des services civiques qui sont plutôt à un niveau élevé, c'est-à-dire celui-là, puisque pour ne pas le répéter, on peut manquer de compétences, voilà. Donc voilà, moi je voulais juste alerter là-dessus, qu'ils soient bien encadrés et que quand ils en sortent, au moins, ça leur ait apporté tout ce dont ils avaient envie tout ce qu'ils pouvaient avoir envie d'acquérir en y rentrant. Voilà, merci. Oui, l'idée, c'est du reste ce qu'on a toujours fait dans cette collectivité. D'abord, il n'y a personne qui rentre sans avoir, notamment les jeunes, un encadrement, une forme de tutorat. L'idée, c'est surtout pas de remplacer des postes vacants, mais bien d'être un plus par rapport aux compétences que nous avons en interne. Et puis, c'est aussi l'idée de pouvoir faire bénéficier à des jeunes d'une expérience dans une collectivité, puisqu'on a aussi un certain nombre de demandes de jeunes qui nous disent qu'ils seraient intéressés pour faire des services civiques. Donc l'idée, c'est vraiment que ce soit un gagnant-gagnant. Et on ne sait jamais, derrière, ça peut permettre de se positionner à ces jeunes, de se positionner sur des postes. Mais on est plutôt sur un travail de fond, en tous les cas, c'est ce que j'ai en mémoire, d'essayer, encore une fois, de faire des choses que les agents que nous avons ne font pas ou n'ont pas le temps de faire pour que ce soit un plus pour la collectivité. Petite information que vient de me transmettre Julien, nous avons 2 agréments actuellement, un pour un médiateur associatif et un pour un médiateur jeunesse.
Les deux qu'on demande, pardon. On les a pas encore, mais voilà, c'est les 2 agréments qui sont recherchés pour ces 2 fonctions. Et la même chose, je pense que pour des jeunes, c'est plutôt des fonctions sympas parce que ça donne quand même des vrais contacts qui permettent de se créer aussi un réseau. Donc, je pense que c'est vraiment pas pour remplacer des postes qu'on voudrait supprimer, par exemple. Puis même un tremplin, puisque nous avons beaucoup de départs en retraite ces prochaines années, on avait pu l'évoquer, donc des postes qui vont être à pourvoir prochainement. Hein. C'est une porte d'entrée également qui peut être intéressante pour ces jeunes-là qui seront déjà fait et leur réseau et connaissances dans la collectivité. Ah oui, Sachant qu'on fait attention toujours. Moi, je mets juste la vigilance sur le fait que ce concept est magnifique et qu'il a déjà été beaucoup perverti par les startups et les entreprises privées et que je préférerais que ça n'arrive pas non plus jusqu'au niveau des collectivités territoriales. Voilà. Ouais, sachant qu'il faut qu'on soit quand même vigilant aussi sur le fait de ne pas faire croire à des jeunes qui rentreraient chez nous en contrat civique que derrière, ils seront recrutés. Ça c'est aussi très important parce qu'on l'a vu parfois à plusieurs reprises sur des types de contrats où il n'était pas clairement indiqué à ces jeunes ou moins jeunes parfois que derrière il n'y avait pas obligatoirement de poste ouvert et ça suscitait du coup de grosses déceptions. Donc là on est bien clair que c'est sur des missions spécifiques. Si derrière ils souhaitent évidemment postuler et qu'ils ont fait le taf, en général, il y a une poursuite, mais ce n'est pas l'idée de départ. Est-ce que j'ai mis aux voix? Je ne crois pas. Des votes contre, des abstentions, merci beaucoup. Nous allons passer à l'examen du rapport d'activité du service public de distribution de gaz pour l'exercice 2021. Ce sont des bilans annuels. Peut-être une petite synthèse courte. Alors, depuis le 29 décembre 1997, le service public de la distribution de gaz de la ville de Fécamp est concédé à la société GRDF. S'agissant d'une délégation de service public, le délégataire doit faire annuellement un rapport. Ce rapport a été présenté à la commission de la délégation des services publics le 9 juin 2022. Ce rapport est annexé aux délibérations et nous vous proposons d'en prendre acte pour l'activité 2021 et puis c'est tout puisqu'il n'y a pas de vote sur ce sujet. Merci Jean-Marie. Donc, on en prend acte. Voilà. Donc, on peut passer au suivant, sauf si vous avez des questions. Non ? Merci beaucoup. Donc, nous passons au suivant, au service de distribution d'électricité. Alors, il s'agit du même type de délibération, et là, ça concerne l'électricité qui est concédée à ERDF, qui est devenu Enedis depuis quelques années. Et donc, le rapport est joint, il a été présenté à la commission, et donc, vous pouvez en prendre acte si vous le voulez bien. Alors, peut-être expliquer au public qu'en fait, les conseillers municipaux, les élus, ont un document reprenant l'ensemble des chiffres, etc. Ce qui fait qu'en effet, on ne le reprend pas et que ces documents, s'ils étaient intéressés, sont évidemment consultables. Des questions? Des votes? On ne met pas aux voix. Il n'y a pas de vote, voilà. Donc on passe au suivant. Jean-Baptiste, s'il te plaît, sur le camping municipal. Il est où, Jean-Baptiste? Il est là. Bonsoir à tous. Oui, effectivement, dans la même veine, le camping fait l'objet d'une DSP depuis le 2 juillet 2003. Donc, délégation qui arrive à échéance le 1er juillet, mais qui a été prorogée jusqu'au 31 octobre 2023 pour des raisons évidentes de saisonnalité. Et pour information aussi, la DSP a été attribuée à la société Domaine de Renneville, à laquelle est venue tout droit la société Alpha Camping. Sinon, dans les grandes lignes concernant le camping, pour mémoire, c'est quand même un loyer annuel pour la ville d'environ 30 000 euros, 29 954 pour être tout à fait précis. L'exercice 2021 a représenté 738 000 euros de chiffre d'affaires pour la société, plus 21%, mais je pense que c'est non significatif par rapport à l'année 2020.
La fréquentation aussi est en hausse avec 17 358 nuits et que la société Alpha Camping a procédé à des investissements à hauteur de 32 000 euros. Alors, une liste non exhaustive, mais en tout cas pour mémoire, rénovation de l'accueil, mise en place d'une nouvelle signalétique, une zone de loisirs avec snack, cuisine et aire de jeu, et un peu de paysagement, notamment la réalisation d'une terrasse autour de l'accueil. Voilà ce qu'il y a à dire sur la DSP du camping. Est-ce que vous avez des questions? Non, donc nous prenons acte de la présentation de ce rapport. Pierre, pour le cinéma Le Grand Large. Oui, donc nous sommes, depuis février 2003, l'exploitation du cinéma Le Grand Large est confiée à la société Nord-Ouest Exploitation ou Noé Cinéma. Donc conformément, je vais vous rappeler un peu ce que vous ont expliqué mes collègues, donc tous les ans, la société vient nous présenter son bilan. Ce bilan nous a été présenté le 10 juin 2022 et donc les résultats de l'exercice 2021 sont les suivants. La crise Covid étant passée par là, les chiffres de 2019 ne sont pas toujours revenus à ce niveau. Je vous rappelle que cette DSP est signée pour 23 ans. L'échéance de cette DSP arrive le 20 février 2026. Actuellement, 4 salles sont exploitées. Le montant du loyer versé à la ville s'élève à 5 333 euros. Alors, quant au nombre des spectateurs, on a plus 61,24% par rapport à 2020, mais on reste quand même à moins 50% par rapport à 2019. Donc, il y a une vraie chute de fréquentation. Les gens ont pris l'habitude, je pense, d'après les exploitants du cinéma, de s'habituer aux plateformes Netflix et autres et sortent beaucoup moins au cinéma, d'où les perspectives et objectifs. Alors, vous dire que le billet moyen tourne aux environs de 5,93 €. Il était à 5,72 € pour 2020. Les objectifs et perspectives, c'est la reconquête du public, bien sûr, le développement d'événementiels, la mise en place d'un ciné-club, le changement de compresseur en salle 1 et ils envisagent toujours la création d'une 5e salle en courant 2022. C'est bientôt, on y est. Vous avez plus d'éléments, enfin je suis à votre disposition pour vous fournir plus d'éléments si besoin. Est-ce que vous avez des questions sur le cinéma? Non, donc nous prenons acte de sa présentation au conseil municipal. C'est à moi de vous présenter le casino. Donc, vous savez qu'il s'agit d'une délégation de service public que nous avons signée avec la société d'exploitation du casino de Fécamp en juin 2017 pour une durée de 4 ans, soit jusqu'au 31 2021. Et donc, voilà. Sur l'exercice 2021, vous dire que le produit brut des jeux s'est élevé à 2 873 515 €, c'est-à-dire une chute de 43,3%, liée évidemment à une longue fermeture durant la période Covid. Même chose pour le produit des activités annexes, avec une chute de 43,51%. Le chiffre d'affaires, même chose, évidemment, a baissé, 3 122 282 €, soit une chute de 43,36%, et avec un résultat net qui, lui, est en baisse de 18,06% et qui s'élève à 172 199 €. Le montant du prélèvement communal, ça veut dire ce que la commune perçoit, eh bien, est en diminution de 46,88% à hauteur de 288 592 €. Donc, une politique volontariste d'animation, mais qui a eu du mal à résister aux périodes de fermeture et puis également à une concurrence renforcée, d'où la nécessité d'engager rapidement les travaux pour que nous puissions déplacer le casino, sachant que j'ai été souvent interrogée sur ce que nous allions faire ensuite du bâtiment du casino. Il va de soi que je considère qu'on doit le garder parce qu'on a beaucoup investi dedans, qu'il a une position stratégique et qu'on serait sans doute inspiré de bien vouloir lancer un appel à projet, ce qui nous permettrait de définir quelles activités nous souhaiterions y voir à l'intérieur. Et ça pourrait faire l'objet d'une commission pour définir ce qu'il nous manque éventuellement sur le territoire et ce qui permettrait d'avoir un espace animé, sans doute en lien
avec des activités de loisirs. C'est ce qui est souvent attendu dans ces espaces-là, de loisirs et de travail. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport? Nous en prenons acte. Merci beaucoup. La cession d'un terrain 6-5D rue du Précieux Sang. Il s'agit donc, vous avez tous les documents, hein, au profit de la communauté d'agglomération de Fécamp, moyennant un prix de 720 € net vendeur, et donc de m'autoriser eh bien, à faire cette cession qui intervient dans le cadre des travaux que nous avons à entreprendre au niveau de l'ancien terrain du Précieux Sang pour un poste de refoulement assainissement. Ce sont des travaux qui sont très attendus. Vous savez qu'il y a eu de nombreuses études qui ont été faites à ce niveau, puisqu'on est un point bas où il y a souvent eu dans le quartier des inondations. De grosses études ont été menées, des travaux vont être engagés, ce qui parfois aussi justifie des débats que nous avons à l'agglomération entre certains qui voudraient que nous baissions le prix de l'eau, alors que de gros investissements sont à entreprendre, notamment dans ce domaine. Donc voilà ce dont il s'agit aujourd'hui, c'est de vendre au prix de 720 € net vendeur, sachant que nous avons évidemment une estimation des domaines qui date du 4 mars 2022. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? C'est très formel, hein. J'en vois pas. Pas de vote contre, pas d'abstention. Merci beaucoup. Nous devons, avant de céder, déclasser, c'est ainsi, quand un terrain est communal, déclasser du domaine public communal et reclasser du coup dans le domaine privé communal un terrain. Il s'agit d'un terrain qui se situe 1580 route du Phare et qui fait l'objet d'un intérêt particulier par le propriétaire et qui est assez ennuyeux à entretenir, qui ne nuit en aucun cas l'accès à ce lieu, qui est très fréquenté par le public. Il s'agit du Cap Fanier. Voilà, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Nous devons le déclasser du domaine public communal et le classer dans le domaine privé communal avant d'avoir l'autre délibération suivante où nous allons le céder. Est-ce que c'est clair? Non. Alors, je ne sais pas quoi dire. En fait, c'est juste une procédure administrative. Quand nous sommes propriétaires d'un terrain, on considère, enfin pas on considère, il est dans le domaine public communal. Mais si on veut le vendre, c'est bien ça, Julien, hein, dès lors que nous voulons le vendre, on doit le déclasser, le faire passer du domaine public communal à ce qu'on appelle le domaine privé communal. Donc là, la procédure, juste, c'est de dire on fait passer, grâce à cette délibération, du domaine public au domaine privé communal. Et c'est ce qui va nous permettre de le vendre. Si nous ne prenons pas cette délibération maintenant, nous ne pouvons pas le vendre derrière. C'est ainsi. Est-ce que du coup c'est plus clair? Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Merci beaucoup. Donc sur ce fameux terrain situé 1580 route du Phare, il s'agit maintenant que nous avons passé dans le domaine privé communal, eh bien, de pouvoir le vendre au prix de 34 920 € net vendeur, les frais de débroussaillage et les frais de géomètre étant à la charge de Monsieur Aran. Eh bien, c'est une division cadastrale qui est jointe d'une superficie de 1164 mètres carrés, pardon, à Monsieur Florent Aran. Je vous indiquais tout à l'heure qu'il s'agissait d'un terrain qui, c'est pas tant un terrain que des broussailles sur un côté de propriété très difficile d'accès pour nos services et qui permet à l'intéressé eh bien, de se sentir plus chez lui. Parce que quand nos services y vont pour débroussailler, ils sont quasiment chez le monsieur, quoi. Donc voilà, et évidemment, ça ne nuit en rien à l'accessibilité à ce terrain, ça ne nuit en rien à la beauté du paysage pour l'ensemble des Fécampois et des touristes. Oui. Donc c'est un terrain qui
pas constructible en fait. C'est juste Ah bah une non. question de commodité. De toute façon, il n'y a rien de voilà, constructible dans le ouais, c'est coin. ça. Il n'y a rien de constructible. On est vraiment sur des zones protégées et c'est heureux. Ce qui n'est pas le cas partout. Là, c'est vraiment une zone boisée remarquable. Et donc, non, il ne pourra pas construire et ça ne permet pas de construire plus sur sa parcelle non plus. C'est ça, hein, Julien? Voilà. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité. Merci beaucoup. Une rétrocession de voirie, un engagement que nous avions pris. Pardon. Donc, il s'agit d'une rétrocession de voirie. C'est une procédure qui arrive régulièrement lorsque les bailleurs sociaux, notamment, ou même des promoteurs privés, réalisent un ensemble de logements et qu'à la fin des travaux, les voiries sont cédées à la collectivité. Donc là, il s'agit de Sodinoff Habitat Normand qui a acquis 35 logements locatifs et sociaux et une résidence sociale dans le cadre d'une vente en l'état de futur achèvement avec la société SCCV des Galettes. Donc c'est une résidence qui se trouve boulevard Suzanne Clément. Alors, il compte 35 logements locatifs et sociaux, une résidence sociale pour jeunes salariés de 10 logements. Et dans le cadre de la réalisation de ces travaux, l'éclairage de la sente piétonne interne au programme, restant propriété de Sodinoff, a été raccordé au réseau d'éclairage communal. Donc une convention sera passée ultérieurement avec le bailleur pour définir avec la ville de Fécamp les modalités de gestion de l'éclairage public de la sente interne à cette résidence. La municipalité a donné son accord de principe pour la rétrocession à l'euro symbolique. Des voiries réalisées pour desservir les logements du Clos des Maraîchers et de la résidence Suzanne Clément après achèvement de l'opération. Pour information, la rétrocession des voiries du Clos des Maraîchers de la résidence Suzanne Clément à la ville de Fécamp s'effectuera en 2 étapes, donc rétrocession par Sodinoff et rétrocession par la SCCV des Galettes une fois le programme achevé. Les parcelles à rétrocéder sont matérialisées sur le plan qui est annexé. Le transfert des voiries et réseaux d'un lotissement dans le domaine public communal est dispensé d'enquête publique préalable, sauf lorsque le classement a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En conséquence, nous vous proposons de bien vouloir accepter la rétrocession à l'euro symbolique, de procéder au classement des parcelles matérialisées en euros sur le plan de division qui est joint, et d'autoriser Madame le maire ou son représentant à signer tous les documents nécessaires à cette opération. Nous vous invitons à en délibérer. Merci Jean-Marie. Tout le monde voit très bien où est situé ce nouveau lotissement qui répond à de nombreuses attentes, tant pour les maisons que pour le programme qui sert les jeunes travailleurs, programme que nous n'avions pas à Fécamp et qui manquait vraiment, souvent notamment pour voilà, les jeunes travailleurs ou alors les stagiaires. On avait des demandes de pas mal d'entreprises qui nous disaient qu'elles avaient du mal à recruter, n'est-ce pas Reynald? Ils avaient du mal à recruter ou à accueillir pour des stages longs parce qu'on avait du mal à trouver des logements. Et donc, on répond totalement à cette question. Puisque la parole enfin, que je prends la parole, même pas donnée, je voudrais vous dire un petit mot parce que cet après-midi, on a eu un moment important avec Dominique. On a souvent abordé ce sujet. C'est pas du logement, mais pardon, c'est pas en... Non, mais c'est pas la délibération, c'est pas du logement. Mais j'en profite pour parler du logement. On s'est souvent ému de ne plus, enfin, dès lors que Astu et l'Oasis ont été fermés, de ne plus avoir vraiment de structures permettant d'héberger les personnes en situation de ne plus avoir de logement, les sans domicile fixe ou les personnes en urgence, se retrouvant de façon urgente. Et vous savez que ça, c'était quelque chose qui datait de 2014. On avait vraiment beaucoup bataillé à l'époque. Et les services de l'État, à l'époque, nous avaient indiqué qu'on allait trouver un moyen par du logement diffus. On avait bien vu que le système ne fonctionnait pas très bien,
puisque ce que l'on nous disait face à des personnes qui se retrouvaient dans cette situation-là, c'était de dire bah, vous faites le 115, sauf que le 115, il orientait vers le Havre. Bon, voilà. Et on a quand même un certain nombre de personnes, quand vous êtes extrêmement fragilisé et que vous vous retrouvez dehors, que vous habitez le territoire, partir au Havre, c'est évidemment un traumatisme supplémentaire, même si, je me suis toujours évertuée à le dire, tant au niveau des services de l'État qu'au niveau des personnes qui, évidemment, n'ayant jamais connu cette situation, disaient ils peuvent quand même bien partir au Havre. Oui, bah, vivez-le, et puis, enfin, on souhaite à personne de le vivre, mais évidemment, ça rajoute à une situation souvent dramatique. On avait cet après-midi avec Dominique une présentation d'une maison qui se situe square Victor Hugo sur le plateau Saint-Jacques, une maison qui a pour vocation d'accueillir des personnes avec la HAPS, d'accueillir des personnes qui se retrouveraient dans cette situation où on pourrait accueillir jusqu'à 6 personnes. Il y a 3 chambres. C'est une vraie maison, une vraie chouette maison, avec du personnel entre la Basse-Seine et la HAPS qui pourront accueillir et suivre les personnes qui pourraient se retrouver ici jusqu'à 15 jours, le temps de retrouver. Il n'est pas question que ces personnes restent dans ce logement, mais le temps de trouver une solution de secours aux organismes qui sont dévolus à ça. Et donc, ça, c'est grâce, en effet, c'est ce que nous a indiqué la HAPS, à l'État qui a tenu compte de la situation bataillée. On a mis du temps, mais on y est arrivé. La situation particulière de notre territoire et qui permet et d'avoir ces 7 places et d'avoir également un certain nombre de places, 3 places pour l'instant, même si on sait qu'il y en a plus si on obtient les financements pour les femmes victimes de violences. Donc voilà, je voulais le partager avec vous parce qu'on a souvent on s'est ému collectivement du fait de ne plus en avoir. Nous avons maintenant de quoi, et ce qui évitera que le CCS soit saisi le vendredi soir. Ça veut dire que c'est valable jour et nuit. Il y aura des cadres d'astreinte, voilà, parce qu'auparavant, comme il n'y avait pas ça, c'était souvent nous CCS, qui nous retrouvions à gérer, à essayer de trouver des chambres d'hôtel, etc. Puisque les seuls endroits où on trouve de la lumière, c'est en général au niveau de la ville ou du CCS quand il y a un sujet, alors que, je me permets de le rappeler, cette compétence n'est pas une compétence communale, mais l'hébergement d'urgence est bien une compétence de l'État. Et donc, pour compléter, le 115 répondra avec des accompagnements sur le territoire. Évidemment, ces logements pourront être réservés à des personnes venant de l'extérieur et inversement, puisque quelquefois, il faut mettre à l'abri des femmes ou des personnes en difficulté et que l'on a besoin de protéger, et pas de cacher, mais voilà, de mettre à l'abri. Ouais. Donc voilà. Alors, pardon, du coup, on est parti sur un autre sujet. Il s'agissait donc d'une délibération concernant de la rétrocession de voirie. Et nous nous étions en fait engagés au lancement de ce projet à reprendre la voirie. Donc, nous sommes juste conformes à nos engagements à l'égard du bailleur. Monsieur Louisier. Alors, il est évident que je rebondis là-dessus parce qu'on a d'autres problèmes où on pourrait envisager la rétrocession. Est-ce qu'il est envisagé d'avoir cette année et les années qui viennent des vraies politiques de rétrocession dans tous les secteurs où on a ces problèmes, quoi. Ouais, Monsieur Louis, pardon. Vas-y, Jean-Marie. Monsieur Louiset, là, il s'agit d'une réalisation qui est neuve. Donc, rétrocéder une voirie neuve avec un éclairage public neuf, avec des réseaux neufs, ok. La collectivité prend donc en charge tout cela sans un coût exceptionnel pour démarrer. La question que vous posez concerne en général d'autres réalisations qui datent de 15, 20, 30 ans, 40 ans, que les gestionnaires ont laissé dans un état lamentable, qui n'ont pas entretenu et qui voudraient maintenant repasser le bébé à la collectivité, donc aux contribuables fait qu'emploi, pour remettre en état et faire payer aux contribuables tout ce qui n'a pas été payé pendant toutes les années où ils en étaient propriétaires et n'ont pas fait ce qu'il fallait pour entretenir. Donc
il ne peut pas y avoir une politique générale de rétrocession de toutes ces voiries et de tout ce qui va avec. Hein. Ça veut dire l'assainissement, ça veut dire les eaux pluviales, ça veut dire l'éclairage public, et faire porter à la collectivité la remise en état de tout ça, comme ça. Vous imaginez bien que les budgets ne nous le permettent pas. Je suis tout à fait d'accord avec votre remarque, mais la démarche que je souhaite, c'est que là où les propriétaires ou les groupements font les travaux, est-ce qu'aujourd'hui, il sera possible qu'on reprenne ces secteurs-là? Ah bah pourquoi pas. Non, la question étant celle-là. Là, si vous reprenez mes propos de départ, évidemment, à partir du moment... Alors, attention, il faut qu'une voirie ait une utilité pour le public. Par exemple, si c'est une impasse, il n'y a pas d'intérêt à la mettre dans le domaine public. Maintenant, si c'est une voie de circulation qui est utilisable par l'ensemble de la population, là, il y a un intérêt public. Donc, si la voirie est dans un état acceptable, il n'y a aucune raison de ne pas le faire. En fait, voilà, il faut la notion d'intérêt général et le fait que les travaux aient été faits initialement. À partir du moment où ces conditions sont remplies, on est dans le même cas de figure et donc il n'y a pas de sujet. Des votes contre, des abstentions, merci beaucoup. Le fonds d'aide aux jeunes, Stéphanie, s'il te plaît. Le département de Seine-Maritime dispose d'un fonds d'aide aux jeunes qui regroupe deux grands types d'aide. Un soutien au projet d'insertion sociale et professionnelle, le FAGE, et une aide de subsistance, le FAGE+, destinée aux jeunes sénomarins de 18 à 25 ans en difficulté d'insertion sociale et professionnelle. Aussi, la ville de Fécamp est sollicitée à hauteur de 23 centimes d'euros par habitant sur la base de la population totale, soit 18 329 habitants, pour un montant de 4 215,67 euros. En conséquence, nous vous proposons de bien vouloir verser la somme de 4 215,67 euros au département au titre du financement du FAGE, étant précisé que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2022. Nous vous invitons à en délibérer. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de vote contre, pas d'abstention, unanimité, merci beaucoup. La participation financière de la ville pour le dispositif colo apprenante. Oui, la ville a souhaité s'inscrire à nouveau cette année dans le dispositif colo apprenante, donc qui concerne la dernière semaine d'août 2022 pour les enfants du territoire. Nous sollicitons donc le conventionnement de 35 places colo apprenantes pour 2 séjours de vacances organisés par les accueils collectifs de mineurs, le Club des jeunes du Ramponneau, mais aussi Fécamp Plus qui se joint à nous, disposant d'un label délivré par la DDDCS. Le conventionnement permet la prise en charge du coût du séjour par l'État dans la limite de 80% de ce coût et dans le plafond de 500 euros par jeune, le reliquat restant à la charge de la ville de Fécamp. En conséquence, nous vous proposons de bien vouloir autoriser Madame le maire ou son représentant à signer la convention de partenariat financier avec l'État et le versement de l'avance du forfait au profit des organisateurs labellisés visés dans la convention, donc dans la limite maximum de 500 euros par place ouverte, et la gratuité des séjours labellisés organisés dans ce cadre. Nous vous invitons à en délibérer. Pour information, les jeunes des ACM et du Club des jeunes partiront à Paris, c'était leur souhait, et ceux de Fécamp Plus à Valloires. Est-ce qu'il y a des questions? Non, c'est un dispositif qui est vraiment intéressant. Des votes contre, des abstentions, merci beaucoup. Voilà, la tarification pour le chantier des jeunes bénévoles, une action aussi que l'on fait depuis plusieurs années. Tout à fait, et qui concerne donc des jeunes de 15 à 17 ans, 5 pour cette fois-ci, pour un séjour de 5 jours et 4 nuits, donc organisé par le PIGE de Fécamp, sur le chantier de la Porte de Rouen à Harfleur. Le chantier donc se déroulera du 11 au 15 juillet 2022 sur une thématique patrimoniale. Aussi, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir fixer le tarif du séjour chantier jeunes bénévoles à 15 euros par jeune, d'autoriser la signature des conventions afférentes nécessaires au bon déroulement des activités et autoriser Madame le maire ou son représentant à effectuer les démarches nécessaires à l'obtention des subventions. Nous vous invitons à en délibérer. Est-ce qu'il y a des questions, des votes contre, des abstentions? Merci beaucoup. Éric, pour le versement d'une subvention. Oui, donc chaque année... D'une aide. Oui, une aide. Chaque année, le conseil municipal enfant organise en juin, dans le cadre de Paroles d'amateurs au théâtre Le Passage, une soirée rêve d'assaut au profit d'une association. Ce spectacle convivial et familial permet de soutenir une association grâce à la mobilisation de partenaires
et d'écoles qui font vivre cette soirée. Cette association est choisie annuellement par les membres du conseil municipal enfant. Donc cette année, ils ont choisi de reverser cet argent à la LICRA puisqu'ils voulaient travailler sur la lutte contre les discriminations. À cet effet, il est proposé d'établir un droit d'entrée au tarif unique de 3 € et d'octroyer la gratuité pour les enfants participant au spectacle, étant précisé que l'intégralité des fonds récoltés est reversée par la régie du conseil municipal enfant à l'association choisie. Donc, comme cette manifestation a eu lieu le 17 juin, je peux vous dire que les entrées ont rapporté 252 € et que quelques dons ont été recueillis à côté, ce qui a mené la somme totale à 330 €. Donc en conséquence, nous vous proposons de fixer à 3 € le tarif d'entrée à la soirée et d'autoriser la trésorerie municipale à verser directement la totalité du produit des entrées à la LICRA. Nous invitons à en délibérer. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération ? Écoutez, je n'en vois pas. Merci Eric. Des votes contre, des abstentions. Merci beaucoup. Un tarif de location pour notre terrain de basketball, notre 3x3. Serge ? Oui, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, en 2020, la ville de Fécamp a fait l'acquisition d'un terrain spécifique à la pratique du basket de 3x3. Cet investissement a fait pour but l'organisation du tournoi Open Plus, organisé ces dernières années. En complément des réflexions menées sur le redémarrage de ces activités, nous avons la possibilité de procéder à des locations de cet équipement. Et au vu de nombreuses demandes dont nous avons eues, nous a fait part des communes extérieures, ligues ou fédérations. Il est proposé de louer ce terrain au tarif de 200 € par jour. Le tarif comprend la mise à disposition du terrain, le but de basket mobile. Et le locataire prend en charge, lui, le montage et démontage du terrain, le chargement et le transport aller et retour. Le loueur devra souscrire également une assurance nécessaire à la prise en charge des dommages causés au matériel loué. Toute location sera encadrée par une convention signée entre la ville et le locataire. En conséquence, nous vous proposons, si vous en êtes d'accord, de fixer à 200 € par jour le tarif de location du terrain de basket 3x3. Nous vous invitons à en délibérer. Merci. Oui. Il y a des fans de sport dans mon groupe. Moi, je ne suis pas là depuis assez longtemps pour avoir les références. Mais du coup, voilà, la question était, à partir du moment où il y a à nouveau une grosse demande sur le 3-3, alors que je crois que Fécamp a été un peu en tête, a été assez présent sur ce sujet-là, pourquoi, en plus de le louer, il n'y aurait pas à nouveau quelque chose qui se ferait au niveau sportif autour de ce sport à Fécamp qui pourrait redevenir un spot un petit peu plus marqué sur le sujet. Voilà, c'était la question. Merci. Alors si je peux me permettre de vous répondre, effectivement, ce terrain de basket a été... nous avons acquis ce terrain de basket. Il sert régulièrement au club de basket. Et actuellement, il est loué. Pardon ? Vous n'entendez pas, c'est ça ? Pardonnez-moi. Et nous avons des demandes régulières. Et il est vrai qu'il y a peu de communes, et même la Ligue ou la Fédération ne disposent pas de ce terrain. Et nous avons décidé, eu égard à ces éléments, de pouvoir le mettre à la location. Voilà, le terrain de basket, il est là, on s'en sert, et autant le rentabiliser. C'était pas ma question. Pardonnez-moi, j'ai mal compris. Ma question, c'était, puisqu'il y a à nouveau de la demande, et qu'il y a l'occasion qu'apparemment il y a une demande forte d'après ce que vous dites sur les ligues, les assos et les communes avoisinantes, et que apparemment cette activité de 3-3 a été une activité un peu phare pour Fécamp à un moment donné, pourquoi ne pas en profiter aussi pour que la ville reprenne cette activité comme une activité un peu focus sur Fécamp? C'était ça ma question. Bien sûr, ça l'est toujours. Le basket, vous savez que le basket 3-3 est une activité, enfin du moins une discipline olympique pour les JO 2024. On a surfé sur l'événement. Encore une fois, le basket, qui est une association sportive, l'US Fécamp Basket, l'utilise régulièrement pour faire des démos ou des tournois. Voilà, il est à disposition. Le club n'a pas pu acquérir ce terrain, donc nous l'avons fait. En fait, l'idée, c'est il est utilisé. L'idée, c'est simplement que justement certains
n'ont pas les moyens. Nous, on avait plutôt été audacieux à l'époque, grâce aussi à GRDF, hein, si ma mémoire est bonne. Oui, on bien avait sûr, obtenu on avait des partenaires, des oui. financements. On avait plutôt été audacieux de l'acheter, et justement parce que ça collait aussi à l'identité sportive de la ville, en lien avec le club de basket. Mais on ne veut pas... aujourd'hui, en fait, la délibération, c'est simplement de fixer un tarif. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on le prête. Et c'est juste pas normal qu'on le prête, quoi. C'est normal qu'on le loue, puisqu'en plus, il y a des manifestations où les voisins demandent parfois des contributions. Donc, il s'agit de dire, bah oui, c'est logique que la collectivité, elle puisse louer un bien qu'elle a pour des organisations qui, voilà, organisent des choses qui parfois sont même payantes, des manifestations parfois payantes, quoi. Oui, tout à fait. Et en complément d'information, pour information, la fête du sport aura lieu le 18 septembre prochain et il y aura ce terrain de basket qui sera là. Il y aura des démonstrations sur ce terrain 3-3 qui est très intéressant puisqu'en fait, pour recadrer un peu l'image du basket 3-3, c'est de l'attaque-défense. Donc c'est sans cesse du... c'est pas comme un match de basket où on est sur deux panneaux, on est sur un seul et là, c'est vraiment très, très, très spectaculaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Des votes contre? Des abstentions? Merci beaucoup. Versement de subventions d'équipement pour 2 associations. Oui, en fait, c'est plutôt de la réparation, parce que c'est des oublis. Oui, l'association Sport et Combat, club de pratique d'arts martiaux mixtes, avait sollicité une subvention d'équipement pour l'achat de matériel numérique pour la gestion de ses adhérents et les inscriptions à travers des manifestations et exhibitions. D'ailleurs, il y aura une manifestation ce week-end. Je vous invite à la découvrir ici à la salle Parker demain, samedi après-midi. Cette demande n'ayant pas été traitée lors de l'attribution des subventions aux associations lors de la séance du conseil municipal du 28 mars, et afin de soutenir celle-ci dans sa gestion administrative, nous vous proposons de bien vouloir approuver le versement d'une subvention d'équipement à hauteur de 50% de la dépense justifiée par l'association, soit un montant de 565 €. Par ailleurs, la ville a été sollicitée par le comité d'entente fécampoise des anciens combattants, le CEFAC, pour participer financièrement à l'édification de la stèle pour les enfants de Fécamp tombés en Afrique du Nord, située dans le jardin à côté de l'hôtel de ville, à savoir 12 500 € correspondant au reste à charge de l'association. En conséquence, il est demandé au conseil municipal d'approuver le versement d'une subvention d'équipement de 565 € à l'association Sport et Combat et d'approuver le versement d'une subvention d'équipement de 12 500 € au CEFAC. Nous vous invitons à en délibérer. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? J'en vois pas. Pas de vote contre, pas d'abstention. Merci beaucoup. David, pour versement de subvention municipale, s'il te plaît. Alors, des subventions qui sont récurrentes, puisque c'est versé dans le cadre de l'activité de la Maison de la Justice et du Droit, aux associations que sont l'ADIL, Havre 76, le CIFF 76 et l'Ordre des avocats du barreau du Havre. Donc, pour un montant que vous avez ici sur la délibération. Donc, ce sont des montants qui sont versés a posteriori par rapport à l'activité qui est effectuée. Nous invitons à en délibérer. Est-ce qu'il y a des questions? Des votes contre, des abstentions, merci beaucoup. Alors juste prendre la parole, parce que j'ai eu l'information pour Jacques, pour M. Louiset, concernant le forfait mobilité. Il est bien proratisé sur le temps de travail, mais pour les aides à domicile, ils l'ont à 100%, parce que leur quotidien de travail est assez proche et à 78,59, donc c'est à totalité. Voilà, information en direct. Est-ce que vous changez votre vote? Elle ne renonce jamais. Voilà, c'est tout, j'ai posé une question. Vous avez jusqu'à la fin du conseil municipal pour répondre. Alors, ça se fait pas comme ça. Ça serait bien, mais ça se fait pas comme ça. L'avenant numéro 1 de la convention de groupement de commandes entre la ville de Fécamp et CCS, marché de vérification périodique réglementaire des installations de gaz et d'électricité. Alors, comme vous le savez sans doute, dans tous les ERP, enfin les établissements recevant du public, ces contrôles annuels doivent être réalisés.
Donc un certain nombre d'établissements sont ceux de la municipalité et il y a des établissements du CCAS. Donc dans un souci de mutualisation de moyens, le conseil municipal a approuvé lors de la séance du 13 décembre 2021 la constitution d'un groupement de commandes dont sont membres la ville de Fécamp et le CCAS pour la passation d'un accord cadre à bon de commande sous forme d'un marché à procédure adaptée pour les vérifications périodiques réglementaires des installations gaz et électricité. Ce groupement de commandes est constitué en vue de la passation, voilà, on l'a déjà dit, donc en cas de... ce marché était pour 2022 et en cas de reconduction tacite du marché pour 1, 2, 3 années supplémentaires, donc 2023, 24 et 25. Compte tenu du contexte économique, il s'avère nécessaire de prendre en compte le niveau d'inflation important et d'augmenter le montant maximum du marché. La délibération initiale fixait les montants maximums du marché par année d'exécution à 6 000 € pour la ville et 2 000 € pour le CCAS. L'avenant prononcé majore le montant maximum annuel comme suit, donc 8 000 € pour les années 2022, 23, 24, 25 pour la ville de Fécamp et 4 000 € pour les mêmes années pour le CCAS. Les autres stipulations de la convention demeurent applicables. En conséquence, nous vous proposons de bien vouloir autoriser Madame le maire ou son représentant à signer l'avenant numéro 1, augmentant le montant maximum annuel du marché pour la ville de Fécamp et le centre communal d'action sociale. Nous vous invitons à en délibérer. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Je n'en vois pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci beaucoup. La délibération suivante, Florentin, c'est la contractualisation avec Alcom. Alors, avant la contractualisation avec Alcom, nous allons faire la délibération numéro 28 sur la participation annuelle à la Earth Hour, qui est tout aussi importante. Vous l'aurez compris, il y a un petit trouble ce soir chez moi. Pour cette délibération numéro 28, vous l'avez sans doute remarqué, le 26 mars, la ville de Fécamp a participé à la Earth Hour, une heure dite pour la planète, où nous avons éteint les lumières dans la ville. L'objectif étant de sensibiliser l'ensemble des Fécampois au fait d'éteindre les lumières, notamment pour les effets que cela entraîne sur la faune nocturne et les nuisances sur la qualité notamment du sommeil des personnes. L'objectif donc de cette délibération que nous allons mettre aux voix, c'est de proposer de l'annualiser, de chaque année réaliser cette Earth Hour. Voilà. Vous vous rappelez aussi peut-être que en parallèle de ce travail de sensibilisation, une action de fond avec un programme pluriannuel de remplacement des luminaires usagés est engagée dans la commune avec 25% des points lumineux de la commune, c'est-à-dire des 3600 points lumineux de la commune qui sont désormais en LED. Voilà l'objet de la délibération. Je vous invite donc à en délibérer. Quand même vous dire que quand on prend une délibération comme celle-ci ou quand on fait une manifestation comme celle-ci, quand on participe la première fois, on s'en prend plein la tête. Hein. Vous devez le savoir, vous l'avez vu. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Enfin, rien que cette contribution-là, donc c'est pour expliquer que le travail est long et difficile. Mais c'est pas parce qu'il est long et difficile qu'il ne faut pas le faire. Mais c'est quand même très compliqué en termes de pédagogie pour expliquer à nos concitoyens qu'on doit faire des efforts collectifs. Merci Florentin. Donc là, nous passons à la contractualisation Alcom. Il faut le mettre aux voix. Oui, tout à fait. Mettons-le aux voix, je vous propose. C'est pas à toi de le faire. Des votes contre, des abstentions. Merci beaucoup. Donc la contractualisation Alcom. Alors, la contractualisation avec Alcom. Donc, pour vous donner le contexte, dans le cadre de la loi économie circulaire, ont été créés des éco-organismes qui accompagnent les communes, notamment la nôtre, c'est l'objet de la délibération, dans le financement des actions, notamment sur le ramassage des mégots et sur la limitation des mégots dans la ville. On sait, à Fécamp, c'est une ville touristique, de plus en plus touristique, et du coup, de fait, on voit de plus en plus de mégots. Les groupements qui créent des mégots, notamment la filière du tabac, est obligé désormais de donner une contribution et une taxe
à l'État, et l'État la reverse ensuite à cet organisme qui nous reverse de l'argent. Et donc l'objet de cette délibération, comme je vous le disais, c'est comme nous pouvons recevoir donc quasiment 20 000 euros par an pendant 5 ans pour financer ce dispositif et des actions en lien avec la transition énergétique et notamment la lutte contre les déchets et en particulier des mégots. C'est tout l'objet donc de cette délibération. On espère que notre ville sera un peu moins encombrée de mégots. Un peu plus propre. Ouais, parce que tu as vraiment des endroits où ça l'est, quoi. Est-ce qu'il y a des votes contre, enfin des questions, des votes contre? Oui, avant, oui. Puisqu'il y a une somme qui arrive, est-ce qu'on compte organiser des actions spécifiques, ramassage Surtout pédagogie. Pédagogie. Pédagogie, et puis c'est ce qu'on s'était dit, c'était que, en fait, on a longtemps cru qu'on n'avait pas le droit de mettre devant certains endroits des cendriers, des bacs, etc. Je ne sais pas d'où était sorti ce truc où on a cru pendant très longtemps qu'on n'avait pas le droit de le faire. Or, en fait, on a le droit. Donc, c'est aussi un travail qui a été engagé par Elisa, non, qui devait être engagé auprès des commerçants, je crois. Elisa ? C'est ça ? Oui, tout à fait. Une démarche a été entreprise auprès des commerçants pour y installer des cendriers. Voilà. C'est en cours. Je pense que c'était par rapport à Vigipirate qu'ils avaient enlevé tout ça. Oui, mais ça a commencé comme ça, mais on nous avait indiqué surtout que c'était de l'incitation. Enfin, moi, je me souviens très bien, je ne sais pas d'où était sortie cette information, que, en gros, de les maintenir, c'était de l'incitation à fumer. Donc, on n'avait plus le droit de mettre... donc tant mieux de nous rendre compte que aujourd'hui, on peut aussi les ramasser, même si on ne doit pas inciter à fumer. Juste oui. Un petit point en complément de votre question, Monsieur Louiset. Tous les ans, pour pouvoir toucher cette somme de 19 500 €, un bilan est fait avec l'éco-organisme sur les mesures qui ont été mises en place, pour pas que ça soit évidemment un chèque en blanc chaque année. Ce n'est pas de l'argent qu'on peut toucher comme ça parce qu'on a été retenu. Il faut vraiment montrer qu'on a fait des actions, il y a une vérification. Oui, madame. Bravo. Je voulais juste poser une question. Est-ce que... Juste de vous avoir donné la parole, vous me dites bravo? Non, c'est pour le truc là. C'est bien, bien. Parce qu'il fallait, fallait le chercher. Il fallait le mettre en place, donc bravo. La question, c'était dans le cadre de l'accompagnement, est-ce que c'est juste un accompagnement qui donne de l'argent ou est-ce qu'il y a par exemple l'assurance qu'on va avoir plutôt des cendriers qui vont récupérer des mégots qui seront après mis dans un cycle de recyclage auprès d'autres entreprises pour fabriquer je ne sais pas quoi. Voilà. Des matelas, de l'isolation, voilà. de plein de choses. C'est ça ma question. Est-ce que ça rentre, est-ce que le fil continue à être tiré après ou est-ce que c'est... Voilà, merci. Alors, d'abord, merci. Merci du merci. Et ensuite, vous dire que oui, ce que nous avons compris des premiers échanges que nous avons avec l'éco-organisme, c'est qu'il y a une valorisation dans la collecte des déchets qui sont justement retriés ensuite. Le fait que ça soit un éco-organisme un peu nouveau fait qu'ils sont dans une démarche qui reste expérimentale sur pas mal de sujets, notamment sur des dispositifs de coups de pouce, de nudge dans la ville, etc. Donc ils n'avaient pas les personnes qui nous ont répondu n'avaient pas effectivement toutes les réponses. Ce qui est certain, c'est que la filière, évidemment, est valorisée et ensuite recyclée, évidemment. Je vais dire quelque chose, parce que je vois que Eric tire un petit peu la tête. Je dirais que les enfants du CME seront associés à la démarche, bien sûr, notamment sur la question des cendriers votants et des cendriers de poche. Alors peut-être je vais passer pour Vous avez vu, pardon, les cendriers votants. Ouais. C'est ça que tu te poses la question. Alors en fait, tous ceux qui ont plus de 25 ans ne comprennent pas ce que c'est que... Il n'y a pas de ça, parce que je crois que David a la même question que moi. C'est quoi des nudges? Que j'ai vu qu'il y en a une qui était très contente, mais moi je ne sais pas. Non, moi non plus. C'est parce qu'elle est hyper branchée. Donc, bon, après on arrête sur cette délibération, on passe à une autre. C'est ton moment de gloire. Désolé, chers collègues, oui. Non, les cendriers votants, notamment,
C'est vous avez un cendrier, vous avez 2 encoches pour mettre votre cendrier avec une question type. Est-ce que vous préférez le Livaro ou le camembert par exemple? Et le fait de poser, donc on a tous notre réponse, le fait de répondre à l'une ou l'autre des encoches avec votre mégot fait qu'il y aura forcément moins de déchets dans la ville puisque vous allez vous êtes sensibilisé et incité à répondre à la question. C'est un exemple parmi d'autres. Il paraît que ça marche. Donc en effet, on verra. Voilà. Ouais. Oui, il paraît que ça marche bien là où ça a été mis en place. Donc il faudra qu'on le montre. Comment? Ah oui, il faut que tu parles. Le nudge, Pierre, c'est des expériences en fait qui parlent à un espèce de truc un peu inconscient et qui t'invitent à faire des choses inconsciemment. Un petit peu inconsciemment. Donc le truc le plus parlant, c'est dans les urinoirs pour messieurs, quand ils ont mis au fond de l'urinoir des petites abeilles ou des petits trucs à viser, et du coup il y avait beaucoup moins de pisse autour des urinoirs. Donc ça c'est vraiment l'exemple basique du nudge. Ça serait pas mal qu'on le fasse à Fécamp, Jean-Marie. Voilà. Si on vous demande de viser un truc, et manifestement vous pissez moins à côté. C'est vrai? Voilà. Comme ça. C'est drôle. Et ça c'est le nudge. Écoute, on apprend plein de choses au conseil municipal et. Alors, excusez-moi, merci Madame la députée maire, mais je sais viser. C'était pas pour toi, c'était parce que tu es en charge des services techniques. Entendons-nous bien. Mais c'est peu d'investissement pour de très bons résultats sur ce sujet, parce qu'acheter des petites abeilles en autocollant dans les génial, c'est pas très oui, il ne faut pas mégoter sur ces investissements. Non, il ne faut pas mégoter là-dessus. Exactement. Écoutez, merci à tous de ce moment de... Mais j'ai pas dit. Je suis pas passée à l'autre. Je sais bien que ce soir, mais de ce moment de décontraction. Des votes contre, des abstentions, unanimité. Merci beaucoup. Nous passons maintenant à une demande de subvention pour une inscription à l'inventaire. Enfin, à vrai dire, c'est une délibération qui est complètement réglementaire. Quand un musée comme le nôtre rentre de nouvelles pièces, elles doivent être inscrites à l'inventaire et ces inscriptions à l'inventaire peuvent entraîner derrière des demandes de subventions. Donc en 2021, on a hérité de 4 dons, un 3-mâts, enfin donc un tableau de Louis-Honoré Gamin qui est un don, une caricature d'André Gide, un dessin de Jean-Pierre Laurens qui est un don également, un autre don, une plaque commémorant le miracle de la source du précieux sang en marbre. Le dernier don était un bateau en plâtre, enfin c'est le plâtre du plateau, pardon, les Danaïdes de Jules Brateau. Et enfin l'acquisition de Fécamp, voilier de pêche à marée basse, qui est exposé dès maintenant au musée, acquisition en vente publique par la ville de Fécamp. Donc tous ces objets ont reçu un avis favorable de la commission scientifique régionale et qu'il convient maintenant d'en permettre l'inscription sur l'inventaire et ça passe par une délibération. Cette inscription permet d'attribuer un numéro d'inventaire, etc., etc. Donc, je vous demande de bien vouloir approuver l'inscription de ces œuvres au registre d'inventaire du musée et d'autoriser Madame le maire, le cas échéant, à solliciter des subventions. Je vous invite à en délibérer. Merci Pierre. Est-ce qu'il y a des questions? Je n'en vois pas. Des votes contre, des abstentions. Merci beaucoup. Exposition 2023. Oui, donc le musée vient d'ouvrir une exposition temporaire qui concerne le travail sur les galets, mais les équipes sont déjà en train de travailler sur 2023 et les années suivantes. Donc la première exposition temporaire serait intitulée, c'est un titre provisoire, Bienvenue au salon. On a dans les réserves du musée beaucoup d'objets qui ont été exposés aux différents salons à la grande époque à Paris, et ce qui fait que ça permettrait au public fécampois de découvrir ces objets. Le montant de cette exposition, catalogue inclus, serait estimé à 15 000 €. La deuxième exposition qui aura lieu en octobre, on vous en avait déjà parlé il y a un moment, mais la crise Covid était passée par là. C'est une exposition de photographie qui participera à au projet artistique Lumière Nordique. Donc, on va recevoir une photographe diplômée de Turku et de l'école de design d'Helsinki, Tina Litkonen, et qui viendra présenter ses œuvres à Fécamp. Cette exposition, ce sera une première pour elle dans un musée français, et cette exposition inscrira Fécamp dans le réseau des sites culturels appartenant à Lumière Nordique, tout comme l'abbaye de Jumièges, le centre d'art contemporain de la Matmut, la bibliothèque Alexis de Tocqueville, le musée des Beaux-Arts de Rouen, etc., etc.
Elle sera accompagnée d'une programmation culturelle et d'un catalogue. Et l'estimation de cette exposition est estimée à 40 000 €. Donc, par ces expositions, le musée continue sa démarche de s'ouvrir à tous les publics. Et je vous demande de bien vouloir approuver ces projets, d'autoriser Madame le maire à solliciter toute subvention et d'autoriser une fois encore Madame le maire à fixer le moment venu le prix des publications. Je vous invite à en délibérer. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération qui en effet concerne l'avenir? Des votes contre? Des abstentions? Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions sur la communication qui suit et les décisions qui ont été prises en vertu je ne sais pas comment on dit ça, des délégations que vous m'avez transmises? Non, pas de questions. Merci beaucoup. Un petit point qu'on a inscrit à l'ordre du jour, mais vous n'avez pas de délibération, c'est plus une information. Nous avons été saisis par l'exploitant de nos éoliennes terrestres. Normalement, on n'a pas obligatoirement à communiquer là-dessus. Ce sont des décisions qui relèvent de la compétence du maire, hein, mais je voulais le partager avec vous. Donc, nous avons une demande de modification de nos éoliennes terrestres, donc celles qui sont sur le Cap Fanier. L'exploitant souhaiterait en supprimer 2. Donc, il ne resterait plus que la 1, la 3 et la 5. Mais la puissance de celle-ci serait plus importante. Donc, il y aurait une hauteur un peu plus importante, une largeur également plus importante, mais qui serait moins nombreuse, puisqu'en effet, elle serait qu'au nombre de 3. Quand on est venu nous présenter ce renouvellement, en fait, on s'est interrogé sur la contribution que ça pouvait apporter à la ville. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait, dans ces entreprises, rentrer au capital et que ça permette d'obtenir à terme des financements pour la ville. Donc voilà, au regard de ce qu'on a déjà fait et ce qu'on espère encore faire avec le parc éolien offshore, moi je voulais vous indiquer qu'on allait partir sur cette démarche qui permettrait à terme, ça sera un investissement donc pour la collectivité, et à terme les retombées économiques, elles seraient les recettes fiscales seront d'environ 21 600 € par an. Pour l'agglomération, ce serait de 83 420 €. Pour le département de Seine-Maritime, 62 617 €. Et donc sur un total de 167 631 €. Ceci se divisant par la taxe foncière, la CFE, la CVAE, l'IFER. Et donc là, je vous ai donné les totaux. Pour ce qui serait de notre participation, donc en fait, on pourrait rentrer à 49% dans cette... ça a été une grosse négociation de Jean-Marie avec EDF Renouvelables. Ça impliquerait un investissement important de quasiment 5 millions d'euros, donc c'est vraiment pas rien. On aurait un contrat avec EDF de 20 ans, une garantie d'achat de la production pour un prix qui est défini, une durée d'exploitation minimale du parc de 25 ans. Et donc, en empruntant les fameux 5 millions d'euros à 2,5%, on rembourse l'emprunt sur 19 ans. Voilà. Et avec donc les ventes à EDF, sans débourser un seul euro de notre budget. Et ensuite, sur les 6 années supplémentaires, ça rapporte à la ville un revenu de 350 000 €. Donc, c'est quand même pas rien, quoi. Donc, voilà, on doit évidemment retraiter ce sujet avec le trésorier et avec David et Monsieur Cardon.
parce qu'évidemment, on ne fera pas n'importe quoi, on ne va pas endetter la ville sur si après, derrière, on ne peut pas faire d'autres projets. Mais toutes les personnes que nous avons pu rencontrer, les expertises financières nous indiquent que ce serait vraiment une belle opération. Donc c'est un investissement qui est fait sur la ville et qui contribue à financer également le budget de la ville, sachant que moi je considère que tout ce qui relève des énergies renouvelables doit aller en grande priorité vers la transition écologique. Et nous l'avons partagé en conseil d'adjoints. Jean-Marie, tu veux rajouter quelque chose ? Juste que on parle de 380 000 euros de retombées financières pour la ville. 350. Ou 350. C'est une estimation, sachant qu'aujourd'hui, le prix de l'électricité est en augmentation permanente et que le tarif garanti par EDF est sur 20 ans et qu'à partir de la 21e année, on peut raisonnablement penser que les retombées financières seront beaucoup plus importantes que celles estimées aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment le minimum du minimum. Alors, inutile de vous dire que, au départ, quand on a posé la question de savoir si on pouvait intégrer, c'était pas très enthousiaste. Et comme on s'est renseigné et qu'on a su qu'on pouvait rentrer à hauteur de 49%, il y a un moment donné où on ne pouvait rien nous dire dans les négociations. Donc, c'est le maximum autorisé. Qu'est-ce que vous en pensez ? Plusieurs questions. Premièrement, quelle sera la puissance des 3 nouvelles éoliennes ? Quelle est celle des 5 actuelles ? Bon, pour voir la différence qu'il y aura de production. Moi, je suis évidemment pour les éoliennes et les projets éoliens. Et il y a des endroits où l'investissement a été fait par la ville, mais possibilité pour les habitants d'investir aussi dans le projet. Et bon, alors je pose la question par rapport à ça. Pour les gens qui seraient volontaires pour investir dans le projet, quelles possibilités il y aurait de façon à orienter vers... Alors ça, il y a eu, mais je pense qu'autrement, ça risque d'être très compliqué pour nous. Parce qu'on pourrait faire ce qu'a fait la région Normandie avec un dispositif de collecte de fonds destinés à l'éolien, avec la contribution de la Caisse d'épargne notamment. Je ne me souviens plus comment s'appelait ce fonds, mais ça a marché en quelques jours. Ils avaient obtenu le financement du parc. Nous, déjà, c'est audacieux ce qu'on vous propose. On vous propose de rentrer au capital d'une entreprise. C'est quelque chose qui, en effet, n'est pas habituel. C'est pour ça que je voulais quand même le partager avec vous. Mais si nous, derrière, on doit ouvrir en plus au Fécampois, ça va nécessiter une organisation, alors là, pour le coup, qui relève plus d'un banquier que de nous. Pour répondre à la première question, actuellement, le parc, c'est 4,5 MW répartis sur 5 éoliennes. Et le nouveau parc de 3 éoliennes, c'est le double. 9 Entre MW. 7 et 9. Oui, ce sera sûrement 9. C'est l'équivalent de la consommation de 9000 habitants. Donc, je crois que vous faites partie de la commission du PCAET. Au niveau de l'agglo, cette production supplémentaire entrera dans nos objectifs à long terme. De production locale là. Alors, de production d'énergie renouvelable. Ouais. Je voudrais ajouter, parce que Jean-Marie ne l'a pas fait quand il a présenté par rapport au gaz, lors de la présentation du rapport, les 2 usines de méthanisation nous permettent d'avoir sur Fécamp 50% du gaz. Et donc, c'est aussi des choses intéressantes. Ça permettrait quand même d'avoir, au niveau énergétique, des choses locales sur lesquelles, évidemment, on est tout à fait d'accord. Et voilà, donc nous, pour ça, on est partant. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres... Donc, vous donnez un avis favorable ? Oui. Non, mais très bien, je veux être sûr de bien avoir compris, parce que des fois... C'est chouette qu'on soit à l'unanimité, parce que, enfin, voilà, moi, je voulais vraiment le partager avec vous, encore une fois, parce que c'est assez audacieux de dire on rentre au capital d'une entreprise. Donc, même si ça relevait
de la compétence du maire. Je voulais qu'on le partage, en n'étant pas très très inquiet, notamment sur votre réponse, mais je trouve que ça s'échange, quoi. Eh bien, écoutez, voilà, moi je voulais vous dire à tous, les uns les autres, un très grand merci. C'est mon dernier conseil municipal. Donc peut-être ceci a expliqué cela dans ma concentration et dans le suivi de cette assemblée. Je veux remercier chacun d'entre vous pour le travail, la qualité des échanges qui ont été les nôtres. Bien évidemment, je resterai ici, mais je ne serai plus de ce côté, je serai de l'autre côté, puisque cette loi totalement débile et scélérate empêche un député d'être maire. Vous connaissez donc mon avis sur cette question. Je considère, que quand on est un élu local, c'est quand même très important pour faire remonter... Et qui mieux que le maire, je suis contre le cumul d'un certain nombre de mandats, mais je considère que être maire, c'est en effet être au courant, informé, sensible à tout ce qui se passe au quotidien dans sa commune, dans son territoire, et que c'est vraiment dommage de ne pas permettre à ceux qui portent la parole de nos concitoyens à l'Assemblée nationale ne puissent pas exercer cette fonction. En tous les cas, c'est un avis et je voulais le partager avec vous. Maintenant, c'est ainsi. Et encore une fois, vous dire un très très grand merci. On a eu, durant ce mandat, beaucoup d'échanges avec la majorité, évidemment, mais également avec l'opposition, beaucoup d'échanges qui ont globalement été constructifs. J'espère que ils le resteront et évidemment je resterai à la disposition des uns et des autres dans les fonctions qui seront les miennes maintenant. Merci à vous tous. Et donc on se reverra évidemment prochainement pour l'élection de la nouvelle équipe. Je n'ai pas encore démissionné parce qu'il y a Fécamp Grande Escale la semaine prochaine et qu'évidemment il ne s'agit pas de tout mélanger. Je vais donc démissionner à l'issue de Fécamp Grande Escale et nous nous réunirons avant le 14 juillet, sans doute les premiers jours du début de la semaine pour cette élection. Donc encore une fois, merci à vous tous. Il faut que le 14 juillet, je pense que on ait pu faire ce qu'il fallait et à la ville et à l'agglomération pour que les uns et les autres puissent aller peut-être, ceux qui ont de la chance, se reposer. Et on sait qu'en juillet-août, il y a quand même beaucoup de... certains d'entre vous peuvent partir, donc il faudra que ce soit fait avant. Encore une fois, merci à vous tous et bonne soirée.